Bonjour auditeurs et auditrices, ici Clément Tricot et vous écoutez votre émission La Ville en pratique, ça vous le savez. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que nous sommes déjà à la fin du mois et donc fin du mois ça veut dire revue de presse. Alors dans cette revue de presse on va parler de plusieurs choses, on va parler d'éolien, on va aussi parler de questions on va dire de population et de vieillissement de la population ou encore de différents prix d'architecture. On aurait pu effectivement aussi parler d'un gros sujet en ce moment qui est la Biennale d'architecture de Venise où Taïwan est aussi présent. Mais ça, ce sera le sujet d'une émission dédiée parce qu'il y a des choses à dire. On commence tout de suite cette revue de presse et n'oubliez pas qu'à la fin de la revue de presse, il y a comme d'habitude l'architecture et le livre du mois, donc il faut bien écouter jusqu'au bout. Alors on va commencer cette revue de presse avec un article de Liu Guangyin, qui est journaliste et qui travaille donc pour Commonwealth Magazine, un excellent site d'information en anglais mais aussi en mandarin, surtout en mandarin, que vous pouvez retrouver aussi sur internet. Je vous conseille de lire leurs articles assez souvent. L'article qui nous intéresse précisément concerne l'éolien offshore et notamment le développement de l'éolien donc offshore à Taïwan, qui est, selon le titre, confronté à des vents contraires. Alors, qu'est-ce que nous dit l'auteur ? Elle nous dit qu'au cours des 5 dernières années, l'énergie éolienne offshore à Taïwan est passée de 2 turbines de démonstration à environ 90. Cependant, bien que Taïwan bénéficie, selon l'auteur, des meilleurs parcs éoliens du monde, certains promoteurs d'éoliennes en mer ont des difficultés à lever des fonds ou refusent de signer des contrats. Certains se retirent même de Taïwan et l'auteur essaie de comprendre d'où viennent les conséquences de cette situation. Alors elle revient sur le fait que le 16 mai dernier, le port de pêche de Waipu à Miaoli était bondé de près d'une centaine de promoteurs d'éoliens, de personnes qui développent de l'éolien, ainsi que de banquiers taïwanais, mais aussi australiens et japonais, qui étaient réunis pour assister à l'achèvement du parc éolien Formosa 2. La présidente taïwanaise avait aussi assisté à la cérémonie, mais alors l'auteur nous précise que l'achèvement de Formosa 2 aurait dû être l'occasion d'une célébration, mais cependant une série de nouvelles assez récentes, telles qu'une décision de la société allemande Baden-Württemberg State Energy Company de se retirer du parc éolien Formosa 3 en 2021, suivie d'une annonce soudaine de Highland Energy au début du mois de mai concernant la réduction de ses activités à Taïwan, ont semé la consternation dans l'industrie. Et en outre, la société japonaise JERA a non seulement vendu ses parts dans le parc éolien de Formosa 3, mais elle chercherait également, selon des rumeurs, à vendre les actions dans Formosa 2. Pour l'auteur, cela amène de nombreux experts aussi donc du secteur à penser que Taïwan est en train de perdre rapidement son avantage dans le développement de l'énergie éolienne en mer au profit d'autres régions telles que l'Europe et les États-Unis. Alors les pistes de réflexion proposées par cette journaliste sont au nombre de 3 principaux, à savoir en premier lieu un remaniement mondial. Effectivement, il y a le développement aussi. Taïwan fait face à la concurrence du développement de marché de l'éolien, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Il y a aussi la situation mondiale actuelle qui fait aussi prendre conscience à de nombreux États de l'importance de se poser des questions sur la stratégie d'indépendance énergétique. On peut parler de l'Allemagne par exemple, ou d'autres pays européens qui, en voyant la situation en Ukraine, avec la guerre en Ukraine, se posent aussi des questions sur l'alimentation en énergie, et donc l'éolien offshore est une des pistes qui est étudiée là aussi. Mais on va insister sur les 2 autres aspects de l'article qui me semblent aussi très intéressants, donc des défis géopolitiques ou encore la localisation difficile. Alors, question défis géopolitiques, l'auteur nous précise que quand les risques géopolitiques augmentent, les investisseurs et les promoteurs ont tendance à réduire leurs investissements à l'étranger. Alors, l'auteur cite bien évidemment le conflit et les tensions croissantes entre la Chine et les États-Unis qui ne font qu'intensifier ce risque. Et donc la position de Taïwan dans de tels enjeux géopolitiques, forcément, a aussi un impact sur les investissements étrangers et aussi donc dans le secteur de l'éolien. Et enfin, pour terminer, pour ne pas passer toute la revue de presse sur cet article, on va terminer sur le 3e point, donc la localisation difficile. L'auteur souligne que l'énergie éolienne offshore de Taïwan ne dispose pas d'une chaîne d'approvisionnement suffisante, ce qui allonge les délais et les coûts de développement. Et par exemple, la livraison des fondations a été retardée par des difficultés de production plus importantes que prévu, ce qui a nécessité l'importation de produits semi-finis en provenance donc de Corée du Sud dans l'aménagement de ces éoliennes. Voilà, c'est intéressant de souligner aussi ces différents aspects qui vont aussi bloquer ou ralentir la production d'une énergie éolienne.
Et l'article se termine aussi par plusieurs choses, en précisant que des exigences de localisation ou encore la pénurie de navires de construction sont quelques-unes des raisons de l'augmentation continue des coûts de développement des parcs éoliens, ce qui crée et ce qui favorise donc, ce qui crée un environnement d'investissement relativement peu compétitif. Et l'article précise enfin que des organisations telles que la Chambre européenne de commerce et d'industrie continuent de communiquer avec les officiels taïwanais dans l'espoir d'assouplir les politiques de localisation et d'augmenter la limite de développement de la capacité des appareils pour rendre l'environnement taïwanais plus attrayant à des investisseurs étrangers. Cet article illustre bien, selon moi, que la volonté de développer des énergies telles que l'éolien offshore doit prendre en compte tout un tas de facteurs internationaux et nationaux afin de pouvoir se développer correctement. Je vous conseille largement de lire cet article. On passe ensuite, alors une fois n'est pas coutume, on va rester sur le magazine Commonwealth qui aborde ce mois-ci une question très importante à Taïwan qui est celle du vieillissement. Et j'aime bien l'angle proposé dans l'article de Lee Jo-wen qui propose donc, selon le titre de son article, des solutions au vieillissement de la population taïwanaise et réimaginer la famille. Alors en effet, l'article commence par citer que l'année dernière, le pourcentage de femmes célibataires à Taïwan a dépassé 50% pour la première fois. La combinaison d'une population vieillissante et d'un faible taux de natalité est-elle irrémédiable ? Nous demande-t-elle, et elle précise que de plus en plus de personnes se tournent vers l'insémination artificielle et l'adoption à la recherche de solutions, et que nous devrions rouvrir le débat sur la façon dont nous imaginons ce que signifie la famille. C'est un très vaste sujet de devoir essayer de réfléchir à ce qu'est la famille dans une société. En tout cas, ça vous donne le point de vue d'une auteure qui aborde dans cet article des questions d'émancipation des femmes, d'indépendance, des femmes qui se destinent à prioriser par exemple leur profession plutôt que jouer le rôle de mère au sein d'une famille, mais pose aussi des questions justement par rapport à ce sujet de la congélation des ovocytes. C'est un sujet dont beaucoup d'amis taïwanaises m'ont parlé. Je me suis retrouvé à entendre des discussions sur ce sujet, alors qu'en France, c'est un sujet que j'ai beaucoup moins entendu. Donc il y a une question aussi de phénomène social qu'on peut constater à Taïwan sur ce sujet-là. L'article revient sur plusieurs phénomènes de société, notamment sur le fait que le taux de mariage est plutôt en baisse, que c'est une espèce elle appelle ça en anglais unmarried is the new mainstream, c'est on va dire le nouveau courant et finalement de vivre sans se marier, pas obligatoirement de se marier pour vivre ensemble ou tout simplement le choix de vivre seul est possible aussi. Il y a un gros sujet dans l'article qui est celui donc justement de cette congélation des ovocytes qui a augmenté selon ces chiffres de 500% en 3 ans, c'est énorme. Et enfin, elle revient sur les obstacles juridiques qui se posent aux célibataires ou encore aux couples homosexuels qui ne peuvent pas congeler d'ovocytes selon la législation et selon l'article. Et enfin, elle revient aussi sur les barrières qui se posent à l'adoption pour les parents taïwanais et qui est aussi un problème par rapport à la situation de favoriser donc, les couples avec enfants. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de l'article, mais je vous encourage largement à le lire car à mon sens, c'est l'un des articles à lire ce mois-ci si vous vous intéressez aux villes taïwanaises. L'édition de ce mois-ci du magazine de référence sur l'architecture à Taïwan, TA Mag, revient sur le concours international d'architecture résidentielle 2023, dont l'objectif est d'imaginer des solutions pour améliorer la qualité de l'environnement bâti, du logement, et peut-être de briser les cadres existants en matière de conception de logement et promouvoir une certaine créativité en matière de conception. Je vous invite à vous rendre sur l'article. Vous allez avoir des liens pour retrouver les différents projets, mais aussi via donc le site de ce concours, des différents projets étudiants qui vont réfléchir à des innovations sur l'habitat. Mais alors, je voudrais insister un petit peu sur la préface qui est signée donc, par la directrice de la rédaction, Hong Chang-mei, qui revient sur le rapport, on va dire, entre le foyer, le logement et l'épidémie de Covid-19. En effet, dans la préface de ce numéro, elle souligne que l'épidémie de Covid, vous le savez, a sévi pendant près de 3 ans et a finalement pris fin, donc à Taïwan aussi. Et ce qu'elle appelle une catastrophe, après cette catastrophe, beaucoup de choses ont changé et cela devrait
ce qu'on appelle parfois en France l'après-Covid, eh bien devrait changer certainement les orientations dans la conception résidentielle dans le futur. Elle précise qu'elle accorde beaucoup plus d'attention à la santé, à la sécurité des logements, et que la société en général le fait aussi, en particulier dans la prise en compte de l'environnement, de la nature, de la lumière, de la ventilation et de la qualité de l'air. C'est une chose très importante qu'on avait peut-être oubliée, hein, ça c'est mon point de vue, et qui revient effectivement au goût du jour avec ces notions de ventilation et justement de rapport à l'extérieur. Elle précise aussi que l'augmentation du temps de travail et des études, et le temps qu'on passe à la maison, justement, pour les études ou pour le travail, eh bien, conduit à envisager une nouvelle manière de concevoir des pièces et la flexibilité multifonctionnelle et la polyvalence aussi des logements. Elle aborde les questions des espaces de stockage, des espaces extérieurs, la transition interne et externe entre les logements. Elle expose aussi l'importance d'avoir davantage d'espaces extérieurs ou semi-extérieurs, tels que des balcons, des jardins, des terrasses, ou encore l'aménagement des toits, et que les espaces sociaux, communautaires dans des logements, notamment collectifs, eh bien, peut-être que des cuisines partagées, des salons, des salles de sport, ou encore des aires de jeu, des bureaux, des espaces d'apprentissage, etc., ou encore même, pourquoi pas, des salles de cinéma, pourraient être également envisagées dans la conception des espaces résidentiels. Au-delà du logement, elle parle aussi de la notion de proximité en ville et de ces notions de proximité des services, de déplacement à moins de 15 minutes. Vous savez, ces concepts de ville du quart d'heure ou ville des 20 minutes selon l'endroit du monde où on se situe. Vous savez, cette nouvelle prise en compte comme ça de la proximité qu'on avait peut-être certainement perdu avec le développement des véhicules motorisés individuels. En effet, moi ça m'a toujours surpris, moi qui viens plutôt de la campagne, que dans certaines campagnes, on soit obligé de prendre la voiture pour aller s'acheter sa baguette alors qu'on habite près du village, mais aussi en ville, quand on est obligé de prendre son véhicule pour se déplacer, alors qu'en fait on devrait pouvoir tout faire si possible, en tout cas à proximité de chez soi, à pied ou à vélo. Alors ne venez pas me dire que quand il fait pas beau ou quand on est âgé, c'est impossible de le faire. J'ai vécu en Suède par -20, tout le monde prenait le vélo. J'ai vécu dans le nord de la France, on prend le vélo à Lille alors qu'il pleut. Donc c'est faisable, c'est juste une question de volonté, ne serait-ce que d'habitude aussi ou d'incitation. Quand les aménagements extérieurs sont adaptés et quand la ville est aussi suffisamment adaptée, eh bien ce n'est pas forcément une question d'âge. On peut se déplacer à vélo, ça se fait extrêmement bien. C'est vraiment, croyez-moi, une question avant tout d'habitude. Alors ces questions justement de proximité, de nouvelles visions du logement, eh bien voilà, elles sont évoquées dans ce nouveau numéro de Théa Mag, et je suis assez content, je dois avouer, que ces problématiques soient exposées comme ça aussi directement dans ce nouveau numéro. On arrive à la fin de cette émission, déjà, ça passe vite. Alors, vous le savez, il y a des rubriques à la fin de l'émission de la revue de presse pour vous obliger à aller jusqu'au bout. Ce mois-ci, pour l'architecture du mois, eh bien, je vous invite à vous intéresser au musée de la préhistoire de Taïwan à Taidong, l'antenne de Taidong, qui a réouvert récemment après plusieurs années de travaux. C'est un bâtiment assez intéressant, à la fois pour son contenu, mais aussi pour son architecture qui est assez singulière et qu'on doit à l'architecte Michael Graves. Je vous invite donc à vous rendre sur les liens pour aller consulter le site du musée. Et on va finir aussi sur le livre du mois, qui est un livre qui s'appelle The Ultimate Guide of Historical Sites of Taiwan, le guide ultime des sites historiques de Taïwan. Si vous aimez le patrimoine, eh bien vous aurez des magnifiques coupes, des plans, beaucoup de vocabulaire en mandarin pour essayer de décortiquer et de comprendre l'architecture historique à Taïwan. Nous arrivons, comme je vous le disais déjà depuis bien longtemps, au terme de cette émission. J'ai été un peu trop bavard aujourd'hui. C'était Clément Tricot. N'hésitez pas à vous abonner au podcast de La Ville en Pratique. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode ou pour une émission RTF Relations Taïwan-France. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.